Bonsoir. Alors on va commencer, on ouvrira la porte au fur et à mesure. Donc bienvenue à cette conférence organisée par l'association Le Vide Juridique de la faculté de droit des doubles licences droit sciences politiques et droit philosophie de Lyon 3, qui a pour sujet le doctorat, les métiers de la recherche et de l'enseignement. Pour décrypter et étudier ce sujet, Madame Pascale Demier, enseignante émérite de la faculté de Lyon 3, co-directrice... oh si, il faut le dire. Oh, quelle horreur. Excusez-moi, non, pas émérite, toujours présente. Je me suis perdue. Co-directrice de l'équipe de recherche Louis Josserand avec Monsieur Gou, anciennement responsable de la licence droit philosophie, membre du conseil de la faculté et qui exerce d'autres nombreuses fonctions que je vous préciserai au fur et à mesure que nous étudierons les sujets, nous fait l'honneur de sa présence. Et afin d'illustrer la continuité du déroulement chronologique entre le début d'une carrière universitaire et les différentes fonctions à ambitionner, nous accueillons également Madame Marie Potius, qui rédige actuellement une thèse sur les rapports entre l'homme, la personne et les choses à l'aune du XXIe siècle sous la direction de Madame Mallet-Bricou et qui est également la représentante des doctorants au sein de l'équipe de recherche Louis Josserand. Cette conférence prendra une forme interactive avec des questions préparées en amont afin de répondre à vos interrogations et de vous diriger au mieux vers les fonctions évoquées. L'intervention se déroulera en 3 temps. Nous commencerons par la présentation et le déroulement d'un doctorat, puis nous nous intéresserons au monde et au métier de la recherche pour enfin nous intéresser au métier de l'enseignement. Et la conférence s'achèvera avec un temps de questions-réponses où vous pourrez directement adresser vos questions aux intervenantes. Donc on va commencer avec le doctorat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est le doctorat, ce diplôme est un diplôme de 3e cycle universitaire qui est donc accessible après un Master 2 et qui a pour objet principal la rédaction d'une thèse. Alors je suis petite donc je vais rester debout. Afin d'envisager un doctorat, il faut évidemment avant songer au master, à savoir un master professionnalisant ou un master de recherche, d'où notre première question. Le doctorat va-t-il de pair avec un master de recherche et peut-on accéder à la recherche avec un master professionnalisant ? Oui, merci. Avant de répondre à votre question, une petite précision. Je suis vraiment désolée, mais à cause de la grève des trains qui commence dès ce soir, je devrais vous quitter dans 1 heure. Donc mais Madame Potius sera là pour finir de répondre à vos questions. Surtout, du coup, on va essayer d'être encore plus efficace. Oui. On n'est pas à l'abri qu'en 1 heure, on ait vu la plupart des choses. Alors, du coup, je disserte pas. Pour répondre directement à votre question, oui. Il faut, pour pouvoir s'inscrire en thèse, dans l'état actuel des textes et de la réglementation, avoir validé un master ou diplôme équivalent à un master qui montre l'aptitude à la recherche. L'aptitude à la recherche, elle est garantie à partir du moment où vous avez un master 2 recherche, c'est-à-dire un master 2 dans lequel est prévue la rédaction d'un mémoire de recherche. Est-ce qu'il est possible de s'inscrire en thèse si on n'a pas suivi un master recherche, c'est-à-dire dans lequel on a fait un mémoire de recherche d'une 100aine de pages? Oui, mais il faudra, dans ces cas-là, que vous montriez que vous avez cette aptitude à la recherche. Il y a différentes possibilités. Dans certains masters professionnalisants, les étudiants rédigent quand même un mémoire. En plus de leur rapport de stage, ils font un mémoire. Et dans ce cas-là, pour peu que vous ayez fait un mémoire un petit peu substantiel, un petit peu plus approfondi, ça sera considéré comme équivalent à un master recherche. On a aussi des cas dans lesquels les étudiants ont fait un master professionnalisant, ils ont fait un stage, un rapport de stage, ils n'ont pas du tout de mémoire de recherche. Dans ce cas, quand ils sont déterminés pour s'inscrire en thèse, ce que fait l'école doctorale, la nôtre, celle de Lyon, ce que fait l'école doctorale, c'est qu'elle va demander aux étudiants de produire, pour s'inscrire en thèse, de produire un mémoire. Et en fait, on leur demande de faire un mémoire qui, en gros, est l'équivalent du début de leur thèse. Donc, ils commencent comme ça à avancer leur travail de thèse, ils produisent un travail de recherche qui est l'équivalent d'un mémoire de recherche, et à partir de là, ça permet de s'inscrire en thèse. Ça, c'est la pratique locale. D'accord. Merci.
J'ajouterais juste que pour être financé, quand même, c'est mieux d'avoir fait un master recherche. Enfin, on en parle après, mais si vous savez d'avance que vous voulez faire de la recherche, quand même, si c'est l'objectif que vous avez, c'est mieux de vous inscrire dans un master recherche parce que pour avoir un financement, c'est quand même plus facile si on a fait un master recherche qu'un master professionnalisant. On peut avoir un financement même en ayant fait un master pro, hein. Il y a des exemples dans l'équipe de recherche, mais c'est plus facile quand même en ayant fait un master recherche. Donc si vous êtes là aujourd'hui et que ça vous intéresse, visez d'abord un master recherche quand même, si votre objectif c'est de poursuivre un doctorat. Merci. Et donc du coup, la seconde question qui va bien avec ce que disait Madame Petus, candidature et acceptation dans une école doctorale. Comment ça se passe ? Là, c'est alors au niveau réglementaire, donc il faut avoir un master qui atteste l'aptitude à la recherche. Bien. À Lyon 3. Enfin, à Lyon, l'école doctorale est la même pour Lyon 3, Lyon 2 et Saint-Étienne. L'école doctorale commune, donc c'est les mêmes règles pour ces 3 établissements. On a fixé nos propres règles et on exige sans possibilité de dérogation ou d'exception. C'est important, hein, parce que par exemple, master de recherche, on arrive à trouver des solutions. Là, non. Sans possibilité d'exception. On exige 12 de moyenne au master 2 et minimum, et 14 minimum à son mémoire de master 2. Voilà. Parce que l'expérience montre que une fois que quelqu'un a travaillé plusieurs années sa thèse, qu'il a beaucoup avancé, même quand on se rend compte que le niveau du travail n'est pas d'une qualité suffisante, c'est très compliqué de dire à quelqu'un qui a rédigé 400 pages que bah non, ça va s'arrêter là, ça va se finir. C'est très 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 compliqué. Donc on s'est rendu compte que la meilleure garantie pour délivrer, pour avoir des thèses de qualité, c'était dès le départ en fait. Dès l'entrée en thèse, de s'assurer de la qualité du candidat. Parce qu'une fois qu'on est très avancé dans le travail de doctorat, et qu'on se rend compte qu'il y a un problème de niveau, c'est assez compliqué. D'où cette exigence qualitative à l'entrée, non susceptible de dérogation. Très bien. Après, il ne faut pas paniquer. Enfin, les notes qu'on a en master 2, c'est plus facile d'avoir de meilleures notes en master quand même qu'en licence. Enfin, ne comparez pas aux notes que vous avez actuellement. Les étudiants en licence ont des notes beaucoup plus basses qu'en master. En master, c'est un peu brillé bien plus parce qu'on a pris du recul, de la hauteur. Enfin, voilà, je ne sais pas en quelle année vous êtes, mais si vous êtes encore en... Il y a de tout. Ouais, bon, il y a de tout. Mais en tout cas, vous êtes en licence et les notes que vous avez en licence, vous aurez des meilleures. En moyenne, hein, quand même, les notes c'est plus facile d'avoir des meilleures notes en master 2. Donc, ne vous arrêtez pas dès à présent, vous dites non, c'est pas pour moi parce qu'il faudra avoir 14 à mon mémoire et je tourne autour de 10. On peut avoir 10 en L1, même redoubler sa L1. Il y a des doctorants actuellement qui ont redoublé leur L1 hein, et qui pour autant sont inscrits aujourd'hui en doctorat. Donc, voilà, c'est pas. Faut pas juste s'arrêter là-dessus. Voilà. Ce qui est très très important, c'est la note de mémoire. Parce qu'en plus, nous, on le sait, qu'il y a cette barre du 14, et du coup, quand le jury de soutenance du mémoire met la note du mémoire, il envoie aussi un signal très très clair. Hein. Dans le sens de c'est bon, le niveau est atteint pour poursuivre en thèse, ou au contraire, parfois on sait que des étudiants souhaiteraient poursuivre en thèse, on estime que le niveau n'est pas là, et du coup, on assume, et on va mettre en dessous de 14, parce que ça n'a pas le niveau de toutes les manières pour avoir un 14. Donc c'est vraiment la note de mémoire. Effectivement, pas 12 de moyenne, c'est assez rare sur les candidats à la thèse. On va directement enchaîner sur un sujet sensible, la durée d'une thèse. Puisqu'il faut savoir que dans d'autres filières, en général, c'est environ 3 ans. Pour le droit, c'est un petit peu plus. Alors, avant de laisser Marie vous parler de la sensibilité du sujet, alors je précise que c'est important que Marie soit là en même temps que moi, parce que c'est une chose de parler de la recherche quand on a une longue carrière dans la recherche comme moi, mais qu'on a fait sa thèse au siècle dernier, et c'en est une autre, d'être beaucoup plus en prise avec ce que c'est aujourd'hui d'être en thèse, de s'inscrire en thèse, etc. Ce qui est le cas de Marie. Donc elle va vous parler de la sensibilité du sujet. Moi, je vous parle juste de la règle. L'arrêté sur le doctorat fixe la durée de thèse à 3 ans, qui est en réalité la durée de thèse qui existe pour les sciences dites dures. En droit, on est en pratique généralement au-dessus, et en SHS, en lettres, en histoire, en philo, ils sont encore au-dessus,
parce qu'ils sont souvent, parallèlement à leur thèse, enseignants dans le secondaire, et du coup, là, on est sur des thèses qui peuvent être encore plus longues. Donc, on n'est pas les plus longs, mais on n'est pas sciences dures, on n'est pas à 3 ans. Beaucoup de règles ont été mises en place, et d'ailleurs, l'arrêté qui encadre le doctorat, c'est lui-même durci, pour éviter des thèses qui sont trop longues. La moyenne actuellement, j'ai pas les derniers chiffres, mais en droit, on doit être entre 4 et 5 ans de moyenne. Ce qui inclut des thèses qui n'ont pas forcément vocation universitaire, qui en général vont être plus courtes. Et ça peut être encore un peu plus long pour les thèses à vocation universitaire, mais Marie en parlera mieux que moi. Oui, moi je vais être transparente avec vous, ça fait 6 ans que, que je suis dessus, mais ça est bientôt fini, j'espère. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au moment où je me suis inscrite, je pensais pas que ça serait aussi long. Voilà, je suis peut-être un peu ambitieuse en me disant que ce serait plus court, c'est pas le cas, et du coup, je trouve que c'est bien de le savoir. Après, moi, je fais partie des gens qui sont lents. J'ai toujours été lente dans mes études, j'ai toujours été lente. J'ai toujours été une bonne étudiante, mais j'ai toujours été lente. Finalement, ça se retrouve aujourd'hui, donc c'est pas étonnant en soi. Et puis, il y a un autre facteur qu'il faut connaître, c'est qu'il y a différents types de thèses, en fait. Il y a des thèses qui vont être très pratiques ou sur des sujets très tête d'épingle. Et du coup, on balaie beaucoup plus vite la bibliographie et l'état de l'art, en fait. Les lectures, au bout d'un moment, on a fait le tour et il n'y a plus rien à lire. Puis il y a des thèses qui sont beaucoup plus théoriques, qui demandent plus de recul et il y a des thèses, moi par exemple mon sujet de thèse, je peux passer toute ma vie à lire. Voilà, c'est à un moment il faut savoir s'arrêter et mettre un stop à la bibliographie, mais du coup ça demande c'est les deux types de thèses, je dis pas qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres, simplement ça explique qu'il y ait des longueurs différentes parce que c'est pas tout à fait le même travail, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais ça justifie que parfois il y a des thèses qui soient plus longues et ça c'est bien de le savoir. Alors vous aurez le temps de vous renseigner plus tard, mais c'est bien aussi je trouve de le savoir. Moi c'est quelque chose que je ne savais pas forcément. Après je suis heureuse de faire une thèse comme je fais parce que je pense que ça m'irait pas trop de faire une thèse plus pratique, mais c'est des thèses qui du coup sont plus longues, j'espère. Je suis pas en train de me justifier mais en tout cas je pense malgré tout, mais même sur les sujets de tête d'épingle, même sur des sujets très théoriques, il y a peu de thèses qui se font en plus vite que 4 ans. 4 ans c'est le minimum. Et puis comme le disait Madame Demy, il y a différentes perspectives. On peut faire une thèse dans le but simplement pour soi ou sans vocation universitaire. Quand on fait une thèse pour intégrer le monde de la recherche, c'est plus long parce que la thèse c'est une clé d'entrée dans le monde de la recherche et du coup c'est le passeport, c'est ce qui va nous permettre de franchir la frontière. Voilà, donc on essaie de faire au mieux, et forcément faire au mieux ça demande plus de temps que si on sait qu'on veut partir dans la pratique derrière. On est peut-être, je dis pas qu'on fait un travail moins bon, pas du tout, mais un tout petit peu moins exigeant parce que c'est pas grave si c'est pas le passeport pour l'université tout simplement. Merci. La prochaine question sera sur la recherche d'un sujet de thèse et justement réussir à canaliser les lectures et les nombreuses envies qu'on peut avoir pendant la rédaction. En fait, on cherche pas en général son sujet de thèse soi-même. Ça commence à émerger en master avec le choix du sujet de mémoire. De recherche, ce que je conseille moi aux étudiants, c'est de savoir au moins dans quelle matière, dans quelle spécialité, quel type de sujet ils aimeraient travailler, d'aller voir le directeur, l'universitaire qui travaille sur ce type de sujet et qui du coup va pouvoir les encadrer, et c'est avec ce directeur qu'on va définir un sujet. C'est-à-dire que vous, même en master 2 en général, le plus souvent vous n'êtes pas en mesure d'apprécier si un sujet qui vous intéresse pourrait faire un bon sujet de thèse ou pas. Ça peut être, c'est souvent, quand vous nous donnez vos envies, beaucoup trop vaste. Beaucoup trop vaste. Pardon. Pour faire une thèse. C'est parfois pas trop vaste, mais en réalité, c'est parfois un sujet qui va avoir été déjà énormément travaillé. Et il n'y a plus grand-chose de nouveau à dire. Et du coup, c'est vraiment le spécialiste, celui qui va encadrer votre travail, le spécialiste qui, par rapport à vos envies, va vous aider à trouver sur ce type de questions quels sont les sujets qu'il est intéressant de travailler aujourd'hui. Et la thèse se fait très souvent dans le prolongement
de son travail de mémoire de recherche. Alors on reprend pas le même sujet, mais on l'étend, on l'ouvre, on le redimensionne, etc. Donc en général ça se passe comme ça. Il arrive, hein, mais quand même c'est des cas rarissimes. On en a au moins un à l'équipe, Xavier. Il arrive que des étudiants en revanche choisissent leur sujet eux-mêmes, leur sujet de thèse eux-mêmes. Ils veulent travailler sur ce sujet-là. Voilà. Mais c'est pas comme ça que ça se fait d'habitude. Je me permets de rebondir à nouveau sur mon expérience personnelle. Moi, j'ai changé de sujet de thèse au bout d'un an. Justement, je suis allée voir ma directrice. J'avais prolongé mon sujet de mémoire. Je suis allée voir ma directrice au bout d'un an, lui disant ça me plaît pas. Finalement, je voudrais travailler sur ça. Et elle m'a dit, ok Marie, si vous voulez, mais attention parce que je pense que c'est un peu large. Et puis je suis là 6 ans après. Voilà, donc même un an après le master, donc même avec 2 ans de bébé recherche entre guillemets, on n'a pas les compétences pour savoir quel sujet peut être traité, en tout cas rapidement. Elle m'a fait confiance et j'en suis contente parce que j'aime beaucoup mon sujet. Je m'épanouis beaucoup et je pense que c'est important d'avoir un sujet qui nous plaise parce que 6 ans dessus, il faut qu'on soit heureux tous les jours de travailler dessus quand même. Mais malgré tout, elle m'avait prévenue, je ne l'ai pas écoutée et je pense que on n'a pas un recul suffisant même à l'issue du master 2 pour choisir un sujet, sauf rares exceptions peut-être. Mais sinon c'est quand même compliqué de choisir un sujet et puis d'avoir le recul nécessaire pour savoir quel point de droit mérite d'être approfondi. C'est mon expérience. Oui. Mon sujet de thèse, je vous donne l'intitulé exact et puis je vous explique l'intitulé exact, mais qui va sans doute être amené à évoluer. C'est Réflexion sur les rapports entre l'homme, la personne et la chose à l'aube du XXIe siècle. Et en fait, je travaille sur la summa divisio personne-chose, donc sur toutes les entités qui sont situées aux frontières des personnes et des choses. Donc soit les choses à qui on veut donner des droits, par exemple les animaux, la nature, les robots, soit inversement la personne humaine et le fait que la personne humaine aujourd'hui elle tend à être réifiée, à rentrer dans le commerce juridique avec tout ce qui touche par exemple les données personnelles, parce que je considère que les données personnelles c'est le prolongement de la personne, c'est la personnalité, donc la personnalité aujourd'hui tend à être monnayée via les données personnelles. Et puis la question du corps avec tout, je sais pas si vous connaissez un peu, mais le mouvement transhumaniste, voilà. Et du coup en fait on arrive à une aversion du rapport personne-chose et ce que ça implique du point de vue de la philosophie du droit. Moi, je fais beaucoup de philosophie du droit. Du coup, ça balaie aussi tout le droit. Et d'où le fait, ma directrice m'avait prévenue, Marie, ça touche à tout le droit et ça touche à la philosophie et ça touche à beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes... Elle m'a dit, je vous fais confiance, hein, mais vous sachez que vous partez pour quelque chose de compliqué. Et je la remercie de m'avoir fait confiance, mais elle a raison. Je partais pour quelque chose de Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Comment approcher un directeur ou une directrice de thèse ? Pareil, ça se fait beaucoup dans le cadre du master en fait, hein, très clairement. Parce que, encore une fois, ça se fait beaucoup au moment du choix du mémoire. Après, voilà. Le plus souvent, ça va être l'un des enseignants qui intervient dans le master 2. Après ça dépend, moi je suis responsable d'un master 2, au contraire je dis aux étudiants de ne pas hésiter à aller voir d'autres enseignants qu'ils ont eu, avec lesquels ils ont envie de travailler par rapport à leur spécialité, mais voilà, c'est vraiment au niveau du choix du mémoire en master, et moi je pense qu'il est peut-être plus important finalement de choisir son directeur de mémoire, potentiel directeur de thèse, que de choisir son sujet. N'importe quel sujet en droit, au bout d'un moment, une fois qu'on est dedans, on s'éclate intellectuellement. On vous croit. Très bien. Se faire financer sa thèse et que faire en cas de non-subvention de sa thèse également. Alors là, on va pas avoir le temps. On va dire que la voie royale du financement, c'est ce qu'on appelle le contrat doctoral, anciennement allocation de recherche. Le contrat doctoral, donc c'est un jury de l'école doctorale, qui est donc commun à Lyon 3, Lyon 2 et Saint-Étienne, qui se déroule début juillet, donc juste à la fin de votre master de recherche. Sur les dernières années, en gros,
Pour vous donner une idée, sur les dernières années, il y avait à peu près 7 contrats doctoraux pour droit privé, droit public, histoire du droit. Non, que Lyon 3. Pour Lyon 3, après Lyon 2 et Saint-Étienne ont leur propre contrat doctoral. Et sur que Lyon 3, une vingtaine de candidats. Pour vous donner une idée, il y a une présélection qui se fait qui est vraiment sur dossier, c'est-à-dire sur les résultats. On regarde résultats de licence, fin de la licence, L3, M1, M2. Non, ouais, si on enlève les Lyon 2 et les Saint-Étienne, il y a 20 Lyon 3 à peu près. Donc ça c'est la présélection, on présélectionne ceux qui vont être auditionnés, et l'audition en revanche elle va vraiment porter sur le projet de thèse. On va vous poser des questions sur votre projet de thèse, on va essayer d'évaluer, le jury va essayer d'évaluer si vous semblez avoir les aptitudes pour réaliser ce projet de thèse, savoir à peu près où vous allez, pas en termes de résultats, hein, mais au moins comment vous allez aborder votre sujet, comment vous allez commencer à le travailler, comment vous allez le délimiter, voilà. On essaye de tester, après c'est un pari sur l'avenir, hein, on sait pas du tout, c'est pas forcément ceux qui vont être financés qui feront les meilleures thèses au bout, on fait un pari sur l'avenir, on essaye au moment de l'audition de voir si vous semblez, si le candidat semble à peu près savoir comment il va aborder son sujet, pas comment il va le terminer. Donc voilà pour ça, mais ça on vous en reparlera beaucoup en master. Il y a des contrats doctoraux qui peuvent être obtenus en dehors de ce jury, qui sont des contrats doctoraux fléchés. Par exemple, il y a des contrats doctoraux handicap, réservés aux étudiants qui ont un handicap. L'année dernière, on a obtenu dans l'équipe un contrat doctoral fléché intelligence artificielle. Voilà, il y a parfois comme ça des contrats doctoraux qui sont financés par d'autres organismes et qui sont fléchés sur des thématiques, sur des profils, parce que on veut encourager ce type de profil ou ce type de recherche. Donc ça, ça vient s'ajouter aux 7 contrats doctoraux dont je vous ai parlé. Ensuite, il y a un autre financement qui est très différent, ce qu'on appelle les conventions CIFRE. Ce sont des thèses qui vont être faites à moitié à l'université, à moitié en entreprise, ou pas que entreprise, ça peut être cabinet d'avocats, ça peut être collectivité territoriale. Et l'idée est d'avoir un sujet de thèse qui permet d'approfondir une question, un thème qui préoccupe l'entreprise ou le cabinet, enfin la structure d'accueil. C'est des thèses, donc ça s'appelle convention CIFRE, c'est un financement par une agence nationale qui s'appelle la NRT. C'est des thèses qui ont souvent été considérées à l'université comme un peu, c'est des thèses un peu professionnalisantes, un peu pas destinées à la carrière universitaire. C'est une fausse image. Ça peut donner d'excellentes thèses, et de plus en plus, on voit ensuite recruter à l'université des thèses qui étaient des thèses convention CIFRE qui avaient ce type de financement-là. Ça, c'est des financements qui sont spécifiques à la thèse. Après, alors on a tendance de plus le temps passe à vraiment mettre en garde les étudiants qui n'auraient pas de financement et qui souhaiteraient faire une thèse. Avant, on laissait un peu, on s'en préoccupait pas trop, mais voilà, c'est long, c'est quand même plusieurs années. Si vous ajoutez à la difficulté intellectuelle les difficultés matérielles, ça peut commencer à faire quand même un peu beaucoup. Donc on a tendance à être maintenant à vraiment alerter les étudiants qui n'auraient pas un financement pour la thèse sur la pertinence de leur projet, de continuer en thèse. Mais on a encore des étudiants qui s'inscrivent en thèse sans financement dédié. Certains travaillent à côté. On a des étudiants qui sont assistants de justice pendant leur thèse, donc c'est 2 jours en juridiction. Non, ça permet pas complètement de manger. Assistant de justice plus les vacations, les TD, alors là ce qui rapporte encore moins, qui vont réussir à subvenir à leurs besoins par ce type de financement. Voilà, à peu près les hypothèses. Après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'au bout de 4 ans, on peut demander un contrat d'ATER, et ça, presque tous les doctorants l'obtiennent. En réalité, il y a de la place pour tout le monde. Contrat d'ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche, donc c'est, il y a une charge d'enseignement très lourde. Voilà, mais il y a beaucoup de TD du coup à donner, mais c'est un contrat déjà
le salaire est un peu plus élevé que le contrat doctoral, hein, mais ce sont 2 petits contrats, hein, vous vivez pas, faut vivre chichement pendant quelques années, mais quand même, malgré tout, on peut, au bout de la 4e année, et je trouve que c'est bien de le dire aussi pour encourager les gens qui n'ont pas eu de contrat doctoral, au bout de 4 ans, quand même, enfin, on fait 3 ans, et la 4e année, on a le droit de demander ce contrat-là, on l'obtient presque toujours. Donc ça veut dire 3 ans sans financement, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais pour autant, quand on sort de master, moi je me suis inscrite en thèse, bon j'ai eu la chance de bénéficier d'un contrat doctoral, mais mes amis qui ne voulaient pas poursuivre en thèse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont inscrits pour passer des concours et ils ont fait des prépas que souvent ils payent en réalité, et en fait les 3 années où moi, pour le coup moi j'étais financée, mais où potentiellement on n'est pas financé, les gens qui sont de notre niveau souvent ne le sont pas non plus, parce que c'est des gens qui ont fait 1 année de prépa pour intégrer l'école des avocats, ensuite ils intègrent l'école des avocats, ils ont encore 1 à 2 années d'école, alors ils commencent à toucher un peu, mais pas grand chose, et ça reste difficile, hein, matériellement, enfin voilà, mais c'est vivable, voilà, parce que au bout de la 4e année, là où on commence à être plus vieux et avoir juste envie de vivre un peu plus aisément, on arrive à obtenir un contrat au bout de la 4e année. Et du coup, il faut pas se décourager non plus, ça dépend des conditions de chacun, hein, mais c'est quelque chose à prendre en compte aussi, si jamais on peut, voilà, travailler à côté les 3 points. Le fameux contrat d'inter, vous pouvez aussi l'obtenir avant la 4e année, hein. Ah bah oui, c'est en fond, bah oui. Non. En revanche, c'est en fonction de l'avancement de la thèse. C'est pour ça que c'est souvent en 4e année, et puis surtout parce que les contrats doctoraux ils sont déjà financés 3 ans, donc eux ne demandent qu'à la 4e année, mais ceux qui n'ont pas eu de financement, s'ils ont suffisamment avancé leur travail pendant les premières années, ils peuvent. Merci. On va passer pour finir sur le doctorat, je voulais vous poser la question des systèmes qu'on appelle passerelles. Donc, pour ne pas passer le concours d'avocat et pour entrer à l'ENM sur dossier, mythe ou réalité? Alors, on va dissocier les questions. Sur la passerelle avocat, réalité réglementaire, qui permet aux docteurs en droit, aujourd'hui encore, de s'inscrire directement dans les centres de formation pour les avocats. En revanche, ils doivent passer le certificat d'aptitude, le CAPA, à la sortie de l'école. Ça permet d'entrer à l'école. Ça ne garantit pas la sortie de l'école. Il faut comprendre que cette passerelle est assez mal perçue par les avocats eux-mêmes, parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de dérives et de doctorats de mauvaise qualité qui étaient réalisés uniquement pour esquiver l'examen d'entrée, et ces dérives ont beaucoup nui à nos docteurs, les bons, les vrais, qui en ont fait les frais, parce que du coup les avocats faisaient pas trop la distinction entre les différents profils de docteurs, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits au sein des écoles doctorales pour mettre fin à ces dérives. Je suis pas sûre qu'il y en ait encore d'ailleurs, je crois pas. Notamment les règles que je vous indiquais là à l'entrée, là, les règles de niveau à l'entrée. Vous voyez, il y a beaucoup. Il y a aussi, on limite le nombre de doctorants qu'un seul universitaire peut encadrer en même temps. Bon, bah, du coup, quand vous pouvez pas en prendre trop, bah, vous les choisissez bien. Oui. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour mettre fin à ces dérives, mais il reste quand même un petit peu cette mauvaise image des docteurs qui arrivent comme ça. Je précise qu'il y a beaucoup de doctorants qui vont aller passer l'examen du CRFPA pendant leur thèse, qui vont pas essayer d'utiliser un passe-droit, qui vont passer l'examen. En plus, une fois qu'on a passé l'examen, on peut reporter son entrée dans l'école, donc ils vont mettre ça de côté, comme ça c'est fait, et voilà. Et alors eux, ils sont très 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 bien reçus, hein. Mais ceux qui donnent l'impression d'avoir voulu contourner l'examen par l'obtention d'un doctorat sont assez mal perçus, ce qui amène, cette mauvaise perception amène à des débats récurrents sur le maintien de cette passerelle. C'est pour ça que je vous en parle, parce que si aujourd'hui la passerelle existe encore, rien ne dit qu'elle existera le temps que vous arrivez en fin de thèse, autant vous dire dans très 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 longtemps. Donc c'est pas forcément en tout cas certainement pas une stratégie à avoir, et à l'évidence des universitaires comme moi, si vous arrivez à me dire que vous voulez faire une thèse pour intégrer l'école des avocats, ça n'est pas envisageable, je n'accepterai jamais de le diriger. Après que un docteur
qui a commencé la thèse pour d'autres projets, qui n'a pas pu réaliser son projet, notamment universitaire, ensuite utilise cette passerelle. Voilà, c'est pas, vous voyez, c'est pas du tout la même situation. Sur l'intégration à la magistrature, oui, alors là, c'est pas la même chose, parce que c'est rarement, voilà, il n'y a pas eu les mêmes dérives, il n'y a pas eu les mêmes problèmes, parce que ça n'est pas de droit, parce que de toutes les manières, c'est sur dossier, avec des entretiens, avec des examens, ce qui a empêché qu'il y ait la moindre dérive sur le sujet. On en connaît pas mal, on en connaît pas mal. C'est souvent le profil idéal, le top du top du top du profil, c'est avoir un doctorat en droit, avoir pendant ces années de thèse été chargé de TD, ce qui est quand même le plus fréquent, et alors si en plus vous avez eu la malchance de ne pas être financé, et que du coup pendant vos années de thèse vous avez été assistant de justice en juridiction, ce dont je vous parlais, alors là vous avez le profil particulièrement apprécié pour intégrer la magistrature sur dossier, donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fonction du sujet aussi. Et en fonction du sujet c'est facile aussi, quand on a un sujet quand même qui traite de ça. Ouais. Moi j'ajouterais juste que si votre plan c'est d'intégrer l'école des avocats, ne vous embêtez pas à faire ces années de thèse. Vraiment c'est difficile le doctorat, enfin c'est plaisant, j'adore ce que je fais, mais c'est pas facile, c'est difficile, c'est très solitaire et c'est exigeant, voilà. Je pense que c'est beaucoup plus simple de passer le concours des avocats, le CRFPA, après un Master 2 que de faire 6 années, même 4 années de doctorat pour intégrer l'école. Vraiment, si c'est ça votre plan, faites un an de prépa et intégrez l'école en passant le CRFPA. Voilà. D'ailleurs, tous ceux qui ont ça en tête, souvent, arrêtent leur thèse. Voilà, ne la finissent pas parce que c'est exigeant de faire une thèse. Donc si votre objectif c'est l'école des avocats, vous irez pas au bout de votre thèse en fait, en réalité. Donc vous en bénéficierez pas de la passerelle. Enfin aujourd'hui, autrefois c'était peut-être pas le cas, mais aujourd'hui, vu les conditions d'accès, etc., et l'exigence qui est attendue d'une thèse, en fait ceux qui ont juste pour ambition d'intégrer l'école finissent pas leur thèse. Et n'intègrent donc pas l'école via cette voie-là. On se fie à votre expertise. On va clore le sujet du doctorat pour parler des métiers de la recherche et justement en profiter avant que Madame Demier soit contrainte de nous quitter. Je vais quand même vous introduire les métiers de la recherche puisque j'imagine que tout le monde ne s'y est pas déjà intéressé. Les métiers de la recherche sont nombreux et le résultat des recherches juridiques font souvent partie du corpus juridique lui-même. On associe ces résultats à de la doctrine qui est une source à part entière du droit. Il est important de souligner également que les chercheurs participent à rendre réelle la présomption de connaissance du droit. Je fais évidemment référence à l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », qui ne peut cesser d'être théorique dans la réalité sociale que si le droit est mis en état d'être connu, et c'est précisément l'une des tâches remplies par les chercheurs en droit. Donc nous allons commencer ce sujet en nous adressant à vous et en vous demandant de présenter votre équipe de recherche, nous parler de son fonctionnement et du recrutement. Je vais être très rapide parce que, en toute honnêteté, c'est pas pour vous quoi. L'équipe de recherche, c'est la structure au sein de l'université à laquelle sont rattachés les différents enseignants-chercheurs. Donc moi je co-dirige l'équipe Louis Josserand, qui est l'équipe de recherche qui regroupe les universitaires titulaires ou doctorants qui travaillent en droit privé, sauf international européen, qui est dans une autre équipe de recherche. Voilà, c'est cette structure. Il n'y a pas vraiment de recrutement en fait. À partir du moment où vous avez été accepté en thèse par un professeur ou un maître de conférence qui est dans mon équipe de recherche, automatiquement vous allez être attaché à mon équipe de recherche, enfin à cette équipe de recherche. Donc voilà, c'est une structure administrative au sein de l'université dans laquelle se rassemblent les universitaires par thématique, par spécialité, pour ajouter à leurs activités de publication individuelle un travail parfois plus collectif, par l'organisation de colloques, de recherche collective, etc. Mais en toute honnêteté, voilà, là vous en êtes loin, ouais, vous aurez le temps, oula. Oui, c'est pas pour tout de suite.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre fonction de membre du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire ? Oui. Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est composé de 5 membres. La liste est fixée évidemment et elle prévoit 3 magistrats judiciaires, un cour des comptes ou conseil d'État et un universitaire. Dans les magistrats judiciaires, il faut qu'il y ait des anciens membres du CSM. Donc je suis actuellement l'universitaire, membre du collège de déontologie. On est saisi de demandes d'avis par des magistrats ou par des chefs de juridiction sur des questions déontologiques, c'est-à-dire des magistrats qui se demandent quel comportement adopter face à telle ou telle situation très concrète. Par exemple, question assez récurrente, je précise que nos avis, une fois anonymisés, sont mis en ligne sur le site du collège, qui est sur le site de la Cour de cassation. Donc il y a pas de, il y a beaucoup de questions de couple. Quand on a un couple entre 2 magistrats, est-ce qu'ils peuvent être dans la même juridiction, comment éviter qu'ils soient sur les mêmes dossiers, qu'ils aient à connaître des mêmes affaires, etc. Vous voyez, des questions très concrètes. Donc voilà quelle est mon activité, mais c'est exactement la même que les autres membres du collège. Voilà, et en fait, on est proposé. Alors moi j'étais proposée par le procureur général de la Cour de cassation, François Molins. On ne candidate pas, on est proposé. Je travaille beaucoup sur les juges, sur les pouvoirs des juges et sur la Cour de cassation en tant qu'elle élabore de la jurisprudence. Donc comme je travaille énormément dans mes recherches sur ce sujet, je suis souvent amenée à travailler avec la Cour de cassation très régulièrement. Voilà, ce qui fait que le fait que je travaille sur les juges me donne un profil, une spécialisation qui est cohérente par rapport à ce qu'il y a à faire dans le collège de déontologie. Le fait que je sois souvent en lien avec la Cour de cassation fait qu'ils me connaissent aussi en tant que personne, et je pense, parce que évidemment je n'en sais rien, que c'est pour ces 2 raisons qu'ils ont pensé à me proposer. Mais j'aurais pas demandé, en fait. Il y a pourquoi. Oui. Je pense que certains dans la salle auraient demandé pourquoi. Enfin, peut-être, hein, mais... La curiosité est un vilain défaut. Votre seconde fonction, être membre du conseil scientifique du GIP, donc mission de recherche et de droit, ça ne s'appelle plus comme ça depuis 2022. Oui, alors oui. Rapidement aussi, parce que là c'est pareil, ça vous concernera dans 1000 ans à peu près. Ça fait partie des métiers de la recherche. Ça fait pas, non, pas tout à fait. C'est-à-dire que moi, mon métier de la recherche, c'est que je suis professeur des universités. Oui. Ça, c'est mon métier. Je suis professeur des universités. Je suis enseignant-chercheur. Nous sommes enseignants-chercheurs avec des statuts différents. Nous sommes enseignants-chercheurs. C'est ça les métiers de la recherche. Alors, il y a aussi dans les métiers de la recherche, chercheurs CNRS. Différence. Voilà. Ils n'enseignent pas. Alors que nous, on est enseignants-chercheurs. Chercheurs CNRS, il n'y a pas d'enseignement, on est chercheurs. Ça, c'est les métiers de la recherche. Et dans mon métier, en tant que professeur, c'est parce que je suis professeur, ce qui est mon métier, que je vais être sollicité pour le collège de déontologie, pour le conseil scientifique du GIP et tant d'autres choses. On a un métier extrêmement varié. Alors le GIP, c'est pareil, ça ne me concerne pas, c'est une structure du ministère de la Justice dont l'objet est de financer des recherches portant sur le droit et la justice, donc devenu IURDJ, et il y a un conseil scientifique qui va sélectionner les projets de recherche envoyés par des universitaires et qui va sélectionner ceux qu'on va choisir de financer sur des critères qui sont connus et qui reposent notamment sur l'interdisciplinarité. On ne finance que des projets qui font travailler ensemble. Alors c'est très souvent au GIP des juristes et des sociologues pour essayer de mieux comprendre certains fonctionnements de la justice ou du droit. Voilà, donc c'est l'une de nos activités de recherche. Tout à l'heure, je disais, on ne fait pas que la recherche individuelle, on fait aussi la recherche collective. On va monter une équipe qui va travailler pendant 2 ans sur un thème pour produire un rapport de recherche. Le GIP, ça finance ça. Voilà, je n'y suis plus, j'ai fini mes mandats dans le conseil scientifique que j'ai présidé aussi pendant 1 an. Mais encore une fois, c'est parce que je suis professeur des universités, parce que j'avais moi-même fait plusieurs contrats avec le GIP, qu'à un moment, on propose en tant que professeur de participer au conseil. Oui. Notre charge d'enseignement annuelle est de 128 heures.
on doit faire 128 heures de cours par an. Un peu plus. Parce que les heures de CM et les heures de TD comptent pas de la même manière. Après, on est souvent amené à devoir faire un peu plus pour les besoins de la faculté. Si on faisait tous que nos 128 heures, vous n'auriez pas tous vos cours. Mais voilà, pour vous donner une idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que 128 heures de cours, c'est en réalité beaucoup plus de travail. Il faut préparer le cours, et puis il faut corriger les copies ou faire passer des oraux. Ce bonheur sans fin. Il faut répondre aux étudiants, il faut venir rencontrer les étudiants, etc., etc. Mais ça vous donne une idée. Donc c'est vraiment pas en tout cas. Alors après ça dépend. Il y a un truc qui est génial dans notre métier, c'est la liberté qu'on a. La liberté qu'on a de choisir, de plutôt s'investir dans l'enseignement. Donc on peut faire vraiment beaucoup plus d'heures parce qu'on adore enseigner, on est passionné d'enseignement et on va faire énormément d'heures et ça va devenir la plus grande partie de notre activité. On peut aussi faire le choix, et heureusement que des collègues font ce choix, de s'investir à un moment ou plus longtemps dans les responsabilités universitaires qu'il faut assumer. Le président de l'université est un collègue. Le doyen de la faculté est un collègue. Ce sont des responsabilités administratives qui sont à temps plein. C'est-à-dire à temps plein, ils vont s'occuper de gérer la fac, de gérer l'université, au détriment des autres activités. On peut faire le choix de plutôt se concentrer sur ces activités de recherche, parce que c'est ce qui nous plaît le plus, et du coup on va essayer de ne pas faire trop d'heures complémentaires, de ne pas prendre des responsabilités universitaires trop écrasantes pour avoir du temps pour la recherche. Et ça c'est vraiment chacun qui va, selon ses envies, selon ses appétences, être plus sur l'un, sur l'autre. Moi je fais partie de ceux, je ne fais quasiment pas d'heures complémentaires, j'ai des responsabilités universitaires, mais ma vraie passion c'est la recherche. Mais c'est voilà, j'aimerais vous dire que du coup en répartition du temps ça occupe la moitié de mon temps, mais c'est faux. J'aimerais idéalement, mais c'est pas vrai. La partie enseignement et responsabilité universitaire prend trop de temps pour que je puisse consacrer la moitié de mon temps de travail, et le temps de travail à l'universitaire est un temps de travail très très élastique qui englobe souvent les week-ends et ce que vous appelez les vacances, mais même comme ça je peux pas consacrer la moitié de mon temps à la recherche, même si c'est le plus cher. Ouais, moi j'ajouterais juste, je rebondis, c'est ce qui est plaisant dans ce métier, c'est aussi le fait justement que ce soit ultra polyvalent et qu'il y ait plein de choses différentes en fait. On ne fait pas juste de l'enseignement, de la recherche. Et même dans la recherche, on travaille sur plein de thèmes différents. Enfin, c'est vraiment voilà. Moi, j'aspire à rejoindre ce monde merveilleux parce que précisément, il y a une grande liberté sur ce qu'on fait et je pense qu'on s'ennuie jamais parce qu'on peut être amené à faire un milliard de tâches différentes, que ce soit précisément dans l'administratif, dans l'enseignement ou dans la recherche. Enfin, c'est vraiment ultra polyvalent et c'est le cas dès le stade du doctorat, parce que dès le stade du doctorat, malgré tout, on est déjà un peu enseignant-chercheur. Alors c'est un statut un peu c'est un peu entre deux, parce que moi je suis à la fois employée et à la fois étudiante. Donc on a un double statut, une double casquette, mais même dans notre fonction d'enseignant-chercheur, bon, on n'est pas tout à fait enseignant-chercheur, mais on a déjà cette polyvalence-là, en fait. Par exemple, moi, j'ai exercé des fonctions administratives à la fac, représentant des doctorants, par exemple, mais déjà, rien que ça, c'est déjà un premier pas là-dedans, et rien que ça, c'est super chouette. Je fais, à côté de ma thèse, des activités de recherche, collectives ou individuelles, déjà, en doctorat, et je donne des cours en tant que chargée de télé, et du coup, c'est déjà une première approche, et c'est ce qui est ultra plaisant, c'est précisément le fait que on fait jamais la même chose, vraiment jamais, et ça c'est chouette, et cette grande liberté de le faire comme on veut, c'est bien aussi. Merci beaucoup. La prochaine question, un peu délicate, quel niveau de rémunération espérer au sein de l'activité de recherche? C'est pas du tout délicat, nous sommes fonctionnaires, donc tout est, je suis même allée chercher, il suffit de googliser et vous tombez sur nos traitements. Alors, j'ai donc vérifié le traitement moyen d'un maître de conférence, moyen, c'est 3 300 € net par mois. Le traitement moyen d'un professeur des universités, c'est environ 4 300 net. C'est moyen. Et ça, le plus haut, c'est-à-dire
Le professeur d'université classe exceptionnelle 2e grade, c'est alors j'ai en brut, c'est 6400 brut, ça, je sais pas combien en net. Voilà, ça c'est le traitement, le salaire mensuel. Bon, alors évidemment. Alors avant d'en arriver là, vous passez par la phase doctorat, et quand même c'est un peu long. Et si vous avez la chance de bénéficier d'un contrat doctoral, alors je crois que ça a augmenté. Mais moi, par exemple, j'étais à 1300 net. Je crois que ça a augmenté là ces dernières années. Ils ont la chance d'avoir un peu plus. Et vous êtes à terre, vous êtes à 1600 net. À 29 ans, c'est pas beaucoup. Voilà. Mais après, effectivement, on a un traitement qui est plus élevé si on arrive à intégrer ce monde merveilleux. À côté, il y a des primes diverses et variées. Alors il y a beaucoup de fonctions publiques dans laquelle la prime représente vraiment une portion très très importante de la rémunération. C'est pas notre cas. On a des primes, mais ça va pas doubler ou quoi que ce soit le salaire. Je vous détaille pas les primes. Enfin, si ça vous intéresse, enfin, peut-être plus passionnant. Les droits d'auteur, ça dépend, c'est variable. Par exemple, les publications d'ouvrages, quand on fait un colloque et qu'on le publie derrière. Ce genre de choses, il n'y a pas de droit d'auteur en général. Les publications d'articles dans les revues, il y a des droits d'auteur qui sont assez dérisoires, symboliques. Je sais pas, ça va aller de 50 à 300, 400 euros. C'est parfois un peu plus rémunérateur sur ouais, exactement, les fascicules jurisdictions, mais ils savent pas ce que c'est. C'est très très long à rédiger et du coup pouvoir trouver quelqu'un qui va rédiger un fascicule Juris Classeur ou un fascicule, une rubrique répertoire d'Alloz, c'est beaucoup mieux rémunéré. Voilà. Donc on a des droits d'auteur. Je précise que c'est assez spécifique au droit. Les universitaires dans les autres disciplines n'ont pas de droit d'auteur, ils ne publient que dans des revues scientifiques. La particularité du droit, c'est que nous, nos éditeurs, c'est pas des revues scientifiques, c'est des revues privées, c'est des éditeurs privés qui ont un marché privé qui est celui des juristes qui sont abonnés. Donc c'est l'une des caractéristiques des publications en droit, d'être parfois rémunéré, mais voilà, c'est pas. En revanche, ce qui peut être très rémunérateur, qui là aussi est assez caractéristique du droit, de la recherche en droit, c'est la possibilité, alors ça ne me concerne pas, la possibilité de cumuler avec une activité libérale. Il y a des universitaires en droit qui, soit à côté, vont rendre des consultations, en général à la demande d'avocats ou autres professions du droit. Donc là, ça va être vraiment une rémunération. Voilà, on est consulté sur un dossier pour donner son point de vue d'universitaire sur la question juridique du dossier, et la rémunération, elle est liée à la consultation qu'on produit. Et certains sont avocats. Donc là, c'est pas juste un dossier de temps en temps. Certains professeurs de droit ou maîtres de conférences en droit sont parallèlement à leur activité avocats. Donc là, évidemment, c'est rémunérateur. Merci. Donc comme ça, vous avez l'ensemble de tout ce que vous pouvez faire dans la recherche. La dernière question sur les métiers de la recherche, quels sont les enjeux pour les chercheurs de demain ? Nous, on l'espère. Je sais pas, en toute honnêteté. Les enjeux, nous, on est un peu focalisé sur tout ce qui est les évolutions de l'université. On se bat beaucoup en droit pour garder des concours de recrutement d'universitaires qui se fassent au niveau national pour éviter les recrutements qui soient trop locaux. Voilà, mais ça, c'est un peu nos combats à nous. Là encore, je suis pas sûre que ce soit les vrais enjeux pour l'université. On a évidemment, il va falloir très sérieusement qu'on se préoccupe, on se préoccupe déjà, mais qu'on se préoccupe encore plus de toutes les questions d'intelligence artificielle et de la façon dont ça va modifier la façon de faire de la recherche en droit. On travaille déjà tous dessus, c'est-à-dire chacun dans nos disciplines, on a intégré la dimension intelligence artificielle, mais on n'a probablement pas encore mesuré tout ce que ça va pouvoir changer dans notre façon de faire. On a aussi beaucoup d'enjeux à venir sur les questions déontologiques et éthiques qui sont très développées, pas dans la magistrature, mais qui sont aussi beaucoup plus développées dans d'autres disciplines que la nôtre. Donc bon, des enjeux, il y en a beaucoup, mais on peut. Moi, en tout cas, je sais pas prédire l'avenir.
j'ai pas grand chose à ajouter. Non, c'est vrai que les questions éthiques s'intéressent beaucoup. Il y a un gros retour de l'éthique, enfin de la morale sous forme éthique en fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui le droit ne peut plus tout. Et on voit vraiment, quelles que soient les disciplines, un énorme retour de l'éthique, et je pense que ça intéresse beaucoup l'université, et que c'est quelque chose qui va se développer énormément, à mon sens en tout cas. Mais sinon, c'est difficile de se projeter. Merci. Il nous reste 10 minutes, alors on va passer sur les métiers de l'enseignement rapidement. Donc pour rappel, après la soutenance d'une thèse, on est docteur. On peut devenir maître de conférence, enseignant à l'université. Donc, Madame Demier enseigne actuellement l'introduction au droit aux premières années de licence, l'argumentation juridique, les sources du droit et libertés fondamentales au master 2. Et Madame Potus est actuellement chargée de TD en introduction au droit, en droit civil en général, famille et obligations. La première question, est-ce obligé d'être docteur en droit pour enseigner ? Non. Et vous avez d'ailleurs peut-être déjà eu des avocats qui ne sont pas forcément en TD, qui ne sont pas forcément docteurs en droit. On fait souvent appel à des professionnels du droit, alors dans certaines matières encore plus que d'autres, droit du travail, procédure civile, enfin il y a des matières qui sont un peu calibrées, où on fait intervenir beaucoup de professionnels du droit, mais qui ne sont pas forcément docteurs. En revanche, mais là encore, c'est beaucoup trop... c'est pas... certains de ces professionnels vont pouvoir avoir le statut d'associé à l'université, maître de conférence associé ou professeur associé, c'est-à-dire qu'ils vont être mi-temps, toujours dans leur métier d'origine, mi-temps voilà, universitaire, et pour être professeur associé, il faut être docteur en droit. Enfin bon, là c'est carrément un statut, c'est pas juste pour enseigner. Voilà, pour enseigner, on fait aussi appel à des professionnels du droit. En plus, vraiment sur certaines matières, notamment la procédure civile, c'est très très éclairant d'avoir un praticien. C'est beaucoup plus éclairant. Ou ah ben non, vous n'avez pas encore eu régime matrimonial. Bon voilà, il y a des matières dans lesquelles on comprend beaucoup mieux avec cette approche, cette explication par quelqu'un qui le pratique au quotidien que par l'explication académique. Donc c'est important. Merci. Choisit-on la matière qu'on veut enseigner ? Alors ça dépend. On s'imposer. Non, pas trop en fait. Enfin, c'est compliqué. Bon, alors c'est encore plus compliqué. On essaye quoi. On fait connaître, quel que soit le niveau, hein, on fait connaître nos souhaits, nos vœux de cours, ce qu'on aimerait enseigner par rapport à nos spécialités. Et puis après, les cours se répartissent en tenant compte des souhaits exprimés par les uns et les autres, puis aussi ce qui est prévu dans les maquettes. Voilà, moi là actuellement j'ai un service qui, du début à la fin, est intégralement dans mes compétences scientifiques, hein, c'est-à-dire que tout ce que j'enseigne, c'est mon cœur de spécialité. Mais il m'a fallu presque 10 ans pour en arriver à avoir l'intégralité de mes cours qui soit au cœur de ma spécialité. Avant, j'assurais aussi des cours en droit international privé, en droit. Alors, j'ai un peu travaillé en droit international privé, en droit comparé, alors que je suis pas du tout comparatiste, et pourtant j'ai enseigné le cours. Voilà, en attendant que des cours se libèrent, qui soient dans ma spécialité. Donc, voilà, ça se passe comme ça. On croise du mieux possible les vœux des enseignants-chercheurs avec ce qu'il y a de disponible comme cours. Alors ça, c'est pour les maîtres de conférences et les professeurs. Pour petits en bas de l'échelle, les chargés de TD, il y a un vrai processus de recrutement en fait. Enfin, voilà, on sollicite un chargé de CM pour qui on aimerait travailler, la discipline qu'on aimerait enseigner, et puis on candidate pour pouvoir donner des TD dans son équipe. Ce qui explique que y a des chargés de CM qui sont pris d'assaut parce qu'ils sont voilà, on a envie de travailler pour eux, d'autres un peu moins, et des disciplines pour lesquelles on a envie de travailler, d'autres un peu moins, voilà. Et c'est comme ça que c'est un peu plus compliqué, parce que du coup vous candidatez, vous êtes pris, vous êtes pas pris, et si vous n'êtes pas pris, vous allez voir ailleurs, voilà. Et du coup vous pouvez vous retrouver enseigner des matières, surtout vous avez un service à remplir. Donc par exemple, moi en tant qu'ATER, j'ai un service à remplir. Si j'ai pas mes heures, il faut que je trouve une matière à enseigner. Donc si j'ai pas été prise par les professeurs ou dans les disciplines qui m'intéressent, je vais me retrouver à enseigner des disciplines qui m'intéresseront un petit peu moins, voilà. Après, c'est en tant que chargé de TD, par exemple, notamment en tant que doctorant, je trouve ça, alors après c'est propre à chacun, mais c'est intéressant d'enseigner dans plein de disciplines, même des disciplines dans lesquelles on est moins spécialiste, parce que moi j'ai jamais autant appris qu'en apprenant. Voilà, je trouve que la meilleure manière de progresser, c'est la pédagogie en fait. Quand on explique à quelqu'un
pour pouvoir expliquer correctement, il faut avoir soi-même compris. Et vraiment, je trouve que voilà, d'où l'intérêt en tant que doctorant. Après, c'est plus le cas, on s'en fout, mais bon. Mais quand on est doctorant, je trouve ça intéressant de s'essayer dans différentes disciplines parce qu'on progresse énormément. Enfin, moi, j'ai jamais autant progressé en droit, ce qui est normal, hein, parce que vous aussi, d'année en année, vous progressez. Mais je trouve que c'est une belle manière d'apprendre que d'enseigner. Voilà. Merci. Vu que Madame Demier doit partir, je vous propose de conclure et faire des remerciements. Et ensuite, vous pourrez adresser vos questions à Madame Potus. Donc, nous remercions chaleureusement Madame Demier et Madame Potus pour leur intervention. Et prenons l'initiative de vous adresser quelques ouvrages de Madame Demier. Si vous ne l'avez pas déjà sur votre table de chevet, l'introduction générale au droit. Ça me fera des droits d'auteur. Hein. Voilà, exactement. Puisque même si nous serons tous bientôt des juristes confirmés, il me semble toujours utile d'avoir un ouvrage de référence. Le raisonnement juridique également, qui décrit un mode de raisonnement suivi par les juges pour parvenir à la solution, qu'on appelle également la délibération. Enfin, pour ceux qui envisagent une carrière en droit international et européen, regard croisé sur la soft law en droit interne européen et international, qui a été rédigé donc sous la direction de notre intervenante et Monsieur Sorel. Merci beaucoup. Maintenant, on va pouvoir prendre vos questions, si vous en avez. Si, il y a besoin de vous. Ok, d'accord. Du coup, j'ai une question. Je sais pas si vous pouvez répondre, mais est-ce que c'est possible de faire un peu le processus à l'envers pour rédiger une thèse, c'est-à-dire peut-être passer par exemple le barreau, devenir avocat, et après intégrer une école doctorale pour rédiger une thèse dans un second temps? Alors, ça dépend quel est votre vrai projet professionnel, en réalité. C'est possible. C'est possible parce que, d'ailleurs, il y a des exemples. Hein. Après, si votre projet professionnel, c'est d'être avocat, la thèse, elle vous servira à rien. Enfin, voilà. La thèse, il faut savoir que c'est une clé d'entrée à l'université. Voilà. Pour être universitaire. On ne peut pas être universitaire si on n'a pas de thèse. Voilà. Après, on peut être avocat sans avoir de thèse. Et c'est long, c'est fastidieux, c'est engageant. C'est difficile de faire... Moi, je suis sur ma thèse à temps plein. Enfin, voilà, j'écris des articles, quelques articles à côté. Je donne des cours. Mais ça fait quand même 6 ans que je suis dessus. Voilà, en y étant à temps plein. Alors, je vais la finir bientôt, mais quand vous travaillez à côté, si vous vous lancez dans une thèse, souvent, ceux qui font ça, en fait, ne la finissent pas parce que, ou alors, ils passent 15 ans. Si votre projet, c'est d'être avocat, est-ce que ça vaut le coup de passer 15 ans à passer vos soirées à la bibliothèque? Voilà, tout dépend de la vie que vous voulez mener. Voilà, mais moi, je pense que il faut quand même avoir conscience que la thèse, à quoi elle sert aujourd'hui? Elle sert à entrer à l'université. Si c'est pas votre projet, vous pouvez vous poser la question, mais posez-la vous en votre âme et conscience, voilà. Et du coup, si vous avez déjà intégré, et il y en a qui le font, hein, mais parce que potentiellement le métier d'avocat, une fois que vous l'exercez, ne vous plaît pas. Mais si votre objectif dans la vie c'est d'être avocat, voilà, je pense que ça vaut pas le coup de faire une thèse derrière. Parfait. Donc on a compris que c'était un cursus assez exigeant, une carrière assez exigeante. Du point de vue du lien avec la vie de famille et la vie personnelle, comment ça se passe? Je vais essayer de rester positive. On m'a dit d'être positive. Non, c'est compliqué. Par exemple, moi, j'ai 29 ans. J'ai mes amis qui ont fait le même cursus que moi, voilà, qui ont fini leur master 2 en droit, qui sont rentrés dans la vie active, hein, même en ayant passé souvent, en fait, après le master 2, on fait une année de prépa pour pouvoir préparer des concours. Ils sont quand même entrés dans la vie active. Aujourd'hui, ils sont tous en train de devenir propriétaires, de se marier, d'avoir des bébés. Voilà, moi, je suis encore étudiante. C'est des gens qui gagnent bien leur vie. Moi, j'ai un salaire de 1 600 € par mois. Je vis toute seule, avec 700 € de loyer. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Et il faut le savoir, au moment où on s'engage dans le doctorat, ça va être long. Et c'est juste... ça décale. Moi, j'adore ma vie. J'adore être étudiante aujourd'hui. J'ai cette liberté de... Voilà, moi, j'étais chez le médecin ce matin à 10h30. Voilà, je dois rien à personne, j'ai pas de... Je suis payée, en plus, moi je suis une étudiante payée, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est merveilleux. J'adore ma vie, mais par contre, effectivement, le cumul
il faut le savoir. Vous n'aurez pas l'avis de tout à chacun, parce que en plus, elle l'a dit un peu Madame Demier, mais j'ai cette liberté d'aller chez le médecin à 10h30. Malgré tout, je suis quand même à la fac tous les matins à 8h. Souvent, je pars de la fac à 21h. Je travaille le week-end, je travaille pendant les vacances, on travaille tout le temps, surtout le travail de thèse. En fait, la thèse, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc vous l'avez tout le temps. Quand vous partez en vacances, vous culpabilisez parce que vous êtes en train de vous dire je suis pas en train d'avancer ma thèse. Voilà, donc non, c'est un rythme de vie différent de ceux qui sont rentrés dans la vie active, ça c'est sûr. Il faut le savoir, parce que vous allez rentrer dans la vie active tardivement. Enfin, je suis dans la vie active, hein, je suis payée depuis 24 ans, donc je suis dans la vie active, mais une vie active très différente en fait. Donc voilà, j'adore ma vie, mais il faut le savoir. Pour répondre à votre question, il faut en avoir conscience au moment où on s'inscrit. Voilà, parce que c'est long, et quand on s'inscrit en sortie de Master 2 à 24 ans, tout ça on se dit oh c'est pas grave, parce que voilà, 24 ans, 9 ans c'est un peu plus dur, voilà. De voir les autres évoluer, et nous à un rythme différent, mais comme ça vaut pour d'autres choses aussi, hein, ça vaut pour beaucoup de choses, voilà. Et pour ce qui est de l'aspect de l'enseignement, on comprend tout ça, c'est bien parce qu'on a tout le temps des enseignants devant nous, mais pour ce qui est de l'aspect de la recherche à proprement parler, concrètement, comment ça se passe, même si vous n'êtes pas encore enseignante-chercheuse, comment ça se passe? La recherche, hein, je fais une thèse. Oui, non, mais c'est le cœur de la recherche. Hein. Comment ça se passe concrètement? La recherche est très très solitaire. C'est vous qui gérez votre temps, qui faites ce que vous voulez. La recherche, c'est quoi? C'est lire, hein. C'est passer ses journées à lire. La recherche en droit, c'est on passe ses journées à lire. Voilà. On lit, on s'imprègne des idées des autres, et on essaie de trouver nos propres idées à partir des lectures qu'on se fait. C'est pour ça que Madame Demier vous disait il faut aimer étudier, parce que être chercheur, c'est passer sa vie à étudier. Mais pour moi, c'est le plus beau métier du monde, parce que précisément, enfin, si vous aimez être étudiant, vous êtes toute votre vie étudiant en fait. Toute votre vie, vous vous enrichissez intellectuellement. Hein. C'est un métier très très enrichissant. Hein. Moi, ma journée, à quoi elle consiste? Elle consiste à lire sur des sujets qui m'intéressent, que je choisis. Voilà. Et donc, oui, intellectuellement, c'est très enrichissant. Par contre, d'un point de vue plus pratique en termes de logistique, c'est très solitaire. Voilà, vous passez votre journée à la bibliothèque. Voilà, c'est en ça que ça consiste. Et une fois que vous avez suffisamment lu pour intégrer vos propres idées, vous faire un avis sur une question, là vous allez écrire. Mais c'est pareil, c'est très très solitaire. Après, si vous faites une thèse à Lyon 3, on a la chance c'est une grande université. Et on a la chance d'avoir des équipes de recherche qui ont leur locaux. Et des équipes de recherche avec des grosses équipes de recherche, donc avec beaucoup de doctorants. Donc les doctorants, par exemple, ont des salles de travail. Et travailler de manière collective et voilà, avoir tout un groupe de doctorants avec nous, mais chacun travaille sur son propre truc, donc c'est très solitaire. Et après vous organisez votre journée comme vous voulez, mais c'est là aussi, c'est le piège de se dire à un moment jusqu'à quelle heure je travaille, et il faut être pour faire une thèse et de la recherche, il faut être très rigoureux, s'imposer à soi-même des horaires de travail. Une autre question? Alors, moi j'avais deux questions. Premièrement, pour nourrir votre travail de recherche, vous nous avez dit que vous lisiez énormément. Au-delà de la lecture, est-ce que vous êtes amené à voyager, à avoir des conférences comme celle-ci, des formats plus numérisés également? Oui, alors oui, il y a beaucoup vous avez dû voir un peu des affiches, je sais pas, vous êtes peut-être un peu jeune pour avoir assisté à des colloques, des séminaires, donc des thèmes de recherche où justement les chercheurs viennent exposer leurs propres recherches et du coup vous êtes amené, quand vous travaillez sur un sujet, effectivement à vous rendre à ces colloques qui vous intéressent, parce que vous allez vous enrichir de la recherche des autres. Donc on assiste à des colloques, on participe aussi, parce qu'on va délivrer, nous, ce qu'on a trouvé. Voilà. Le but de la recherche, quand même, c'est d'être diffusé. Hein. Donc le but, c'est que tout le monde se soit connu, les résultats des recherches soient connus. Et pour ça, on organise des cycles de conférences, que ce soit sous forme de colloques, de séminaires, etc. Donc on peut y assister, on peut y participer, ça c'est sûr.
Après, c'est pas le lot quotidien. Et puis, on le fait beaucoup, par exemple, en doctorat, on le fait beaucoup pendant les premières années de thèse, mais on le fait beaucoup moins après parce que quand vous êtes en doctorat, vous vous spécialisez sur un sujet. Donc, au début, vous apprenez à connaître le sujet. Donc là, vous allez chercher des interventions. Quand vous commencez à devenir, sachant qu'une thèse, par exemple, vous êtes le seul en France à travailler sur ce sujet-là. Donc vous êtes le seul à connaître mieux ce sujet-là. Donc au début, vous ne le connaissez pas trop. Donc vous allez à la recherche des informations. Au bout de 3 ans, les colloques auxquels vous assistez, sachant que souvent c'est des interventions de 15-20 minutes, en fait, ils n'ont pas le temps d'approfondir. Donc ce que vous allez entendre en colloque, c'est toutes des choses que vous connaissez. Donc vous y allez moins, en étant plus en fin de thèse, je dirais. Et une fois que vous êtes chercheur, que vous êtes vraiment, comme Madame Demy, vous avez intégré l'université pour de vrai, dans ces cas-là, vous êtes souvent amené à intervenir plutôt qu'à assister, et vous délivrez plutôt à destination des professionnels, souvent, sur des points de droit. Sur le fait de voyager, tout va dépendre de votre sujet. Voilà. Enfin, moi, je vous parle en tant que doctorant, hein, tout va dépendre de votre sujet de thèse. Si vous faites du droit comparé, du droit international, vous allez être amené plus voyager dans le cadre de votre thèse. Après, à l'étranger, j'entends. Après, les colloques, par exemple, il y en a partout en France. Et là, l'école doctorale vous finance le trajet. Par exemple, moi, j'ai été assistée à des colloques à Paris, à Angers, qui ont été financés à Montpellier. Les déplacements ont été financés par l'école doctorale, par exemple. Et sachant qu'à Lyon 3 aussi, on a alors là, c'est plus la recherche, mais c'est l'enseignement, des partenariats avec beaucoup d'universités étrangères. Par exemple, moi, je donne des cours au Caire, voilà, à l'université d'Enchams, et il y en a plein, voilà. Donc, on est amené à voyager. Madame Demy vous le disait, hein, c'est un métier dans lequel on est amené à beaucoup voyager, même quand on fait moi, je fais du droit très franco-français, etc. Ça m'empêche pas d'aller donner des cours au Caire, voilà, par exemple. Et ma seconde question, c'était plus un détail, mais quelles étaient les épreuves ou conditions pour pouvoir candidater en tant qu'enseignant-chercheur, s'il y avait un oral, vous avez dit que c'était une candidature, il faut remettre un dossier, comment ça se passe? En fait, le processus est très très long. Pour devenir enseignant-chercheur, en fait, tout dépend de ce que vous appelez enseignant-chercheur. Il faut déjà s'inscrire en doctorat. Donc pour s'inscrire en doctorat, il faut souvent finir major ou deuxième de la promotion. C'est pas obligatoire, mais en fait c'est ce qu'on vous disait, il y a des conditions d'accès quand même, de moyenne, de notes de mémoire, plus souvent quand même il faut avoir un financement. Des financements, on vous le disait, il y en a très peu, par exemple des contrats doctoraux. Donc souvent c'est quand même les majors, les 3 premiers maximum de la promo qui accèdent au doctorat. Donc c'est déjà un premier filtre. À l'issue du doctorat, vous devenez docteur. Et une fois que vous êtes docteur, le parcours est encore très très long. Toi, vous avez soutenu votre thèse, donc vous avez le titre de docteur, ce qui vous donne accès potentiellement à l'école des avocats, etc. Pour intégrer l'université, il faut que vous présentiez votre dossier au CNU. Là, votre thèse, elle va être qualifiée ou pas. Qualifiée ou pas, c'est un tampon qui va vous permettre d'accéder au recrutement derrière. Sachant qu'il y a à peu près 30% des thèses qui sont qualifiées. Uniquement 30% des thèses qui sont qualifiées par le CNU. Si votre thèse est qualifiée, vous avez le droit de participer au processus de recrutement, donc uniquement de candidater pour un poste de maître de conférence. Sachant que selon votre discipline, il y a à peu près par an 10 postes dans toute la France, dans toutes les universités dans lesquelles vous pourrez candidater. Donc, vous avez soutenu votre thèse, vous êtes qualifié, et c'est uniquement à partir de ce moment-là que vous avez le droit de postuler pour être recruté. Et souvent, ce qui se passe, c'est que soit vous avez la chance d'être qualifié la première année, mais il arrive que parfois, la qualification, c'est 1 fois par an. Si vous n'êtes pas qualifié la première année, vous attendez 1 an de vous présenter l'année suivante et d'écrire des articles pour étoffer votre dossier et être qualifié la 2e année. Ça vous fait perdre 1 an. Et derrière, vous n'êtes pas recruté tout de suite, en fait. On fait ce qu'on appelle des tours de France, parce qu'on va postuler dans toutes les universités de France. C'est 1 fois par an aussi. Et du coup, des tours de France, il arrive parfois. Alors que soit vous avez la chance, vous êtes qualifié du premier coup et vous êtes recruté du premier coup, ça se passe en 1 an. Souvent, les docteurs, qui sont des bons docteurs, puisque c'est des docteurs qui ont été qualifiés, font 1, 2, 3 tours de France. Donc
une fois que vous êtes docteur, le chemin est encore très très long pour pouvoir accéder à l'université. Voilà. Je voulais savoir, au niveau en moyenne par année, il y a combien de postes qui sont libérés au niveau des universités pour être enseignant? Alors, déjà là, ce que je viens de vous décrire, c'est pour accéder au poste de maître de conférence. Hein. Ok. Je sais pas, vous faites la différence entre maître de conférence et professeur? Ouais. Maître de conférence, c'est justement ce processus de recrutement que je viens de vous décrire. Et puis derrière, il y a les professeurs des universités. Professeurs des universités, alors il y a 2 voies d'accès, mais souvent il faut avoir été agrégé. Agrégé, c'est un concours. C'est un concours très difficile, très très difficile, qu'on passe souvent une fois qu'on est en poste de maître de conférence, parce qu'il faut avoir le temps de le préparer. Mais donc ça veut dire que c'est un concours qu'on passe et qu'on prépare une fois qu'on a déjà fait tout ce que je viens de vous décrire. Voilà, donc c'est long, c'est fastidieux, enfin voilà, il faut le vouloir. Mais voilà, et je me rappelle plus de votre question du coup. C'était en France, pour être donc pas maître de conférence, mais enseignant à la fac, dans des cours magistraux, c'était en moyenne les postes qui étaient libérés. Ouais. Je peux pas vous faire la moyenne. En fait, ça va. Par exemple, votre thèse, vous l'avez fait dans une discipline. Donc, vous allez pouvoir candidater uniquement sur les postes. Enfin, vous pouvez candidater sur tous les postes en droit, mais voilà, si vous avez fait une thèse en droit comparé, on vous prendra pas en tant que MCF en droit pénal. Voilà. Et souvent, par discipline, ça va dépendre de la discipline dans laquelle vous êtes. Par exemple, des postes en droit pénal, il y en a pas beaucoup. Il y a plus de postes en droit civil ou en droit international privé, par exemple. Des postes en droit fiscal, il y en a très peu. Voilà. Donc par exemple, par an, un poste en droit fiscal, vous en aurez 1 ou 2 dans toute la France. Alors que des postes de droit civil, vous pouvez espérer en avoir 10. Voilà. Ce qui fait pas beaucoup, hein, parce que là, je vous parle de ça concerne toute la France. Voilà. Donc, pas beaucoup, sachant que ça, c'est pour les maîtres de conférence. Après, les professeurs, il y a un certain nombre de postes qui se libèrent, mais c'est un concours qu'on peut passer une fois tous les 2 ans. Et en général, je voudrais pas vous dire bêtises, mais il y en a 16 par an. Voilà, à peu près. Enfin, 16 tous les 2 ans, du coup. Parce qu'il y a une année droit privé, une année droit public. Merci. Une autre question? Alors, personnellement, j'ai une question. C'est après les masters, est-ce qu'on est obligé d'enchaîner direct sur un doctorat ou peut y avoir une année de césure pour, par exemple, une expérience professionnelle, etc. Et quelles sont les modalités, si possible? Il peut y avoir une année de césure. En fait, en doctorat, vous pouvez vous inscrire. La condition d'accès en doctorat, hormis la note de 12 et la note de 14 en mémoire, c'est trouver un directeur. Voilà. Vous avez des directeurs qui vous acceptent même 4 ans après que vous ayez fait votre master 2. Hein. La question, c'est de trouver un directeur. Après, d'expérience, de ce que je peux voir, je vous conseille pas de faire une année de césure, parce que vous êtes déjà, en réalité, quand vous arrivez déjà assez âgé, le doctorat c'est long. C'est pas, en fait, si on fait une année de césure, souvent on n'aura pas le courage de se remettre. Voilà, déjà en master, faire un mémoire, ce qui n'a rien à voir avec une thèse, mais c'est déjà un peu lourd. Voilà. Une fois qu'on est lancé, c'est bien de continuer. Moi, je trouve que, alors, je vous parle à titre personnel, hein, mais je pense que faire une année de césure au milieu, après plus personne se relance. Enfin, ceux qui se relancent, il faut être vraiment ultra motivé et souvent on arrête. Voilà. Donc vous pouvez, c'est possible. Mais en fait, quand on le fait pas directement, c'est qu'on n'a pas ce souhait-là, en réalité. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est exigeant, il faut en avoir envie. Et si on fait une année de césure au milieu, souvent, c'est qu'on n'a pas vraiment envie. Enfin, c'est pas notre vœu numéro 1, c'est qu'on sait pas trop quoi faire, etc. Sauf que si c'est qu'on sait pas trop quoi faire, on ne fait pas 6 ans derrière, c'est trop long. Voilà, et il faut que ce soit... Enfin, si vous vous engagez dans cette voie-là, il faut que ce soit ce que vous voulez faire. Il faut que vous êtes vraiment posé la question parce que c'est la voie la plus longue qui existe. Voilà. Et c'est possible. Bonne question. Moi, je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Moi, je veux être chercheuse. Si je ne suis pas chercheuse, je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Pour autant, il y a plein de choses, d'accord. Je sais pas parce que c'est pas. Moi, j'ai un souhait, un seul, c'est être chercheuse. Mais si c'est pas le cas, un doctorat en droit, ça vous ouvre toutes les voies.
Voilà, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de docteurs qui intègrent l'école des avocats, donc qui finissent avocats. Il y en a beaucoup qui font pas juriste assistant, juriste assistant. Parce que juriste assistant, ils ont ouvert des postes là dédiés pour les docteurs, justement. En plus, si on fait juriste assistant, ça fait une voie d'accès plus facile derrière pour intégrer l'UNM. Voilà, pour être magistrat. Mais il y a énormément de doctorants qui font des choses ultra diversifiées, de docteurs, pardon, qui font des choses très très diversifiées. Par exemple, il y a beaucoup de mon équipe, de mon équipe de recherche, il y a beaucoup de docteurs qui travaillent au CRIDON. Je ne sais pas si vous connaissez le CRIDON. En gros, le CRIDON, c'est SOS Notaire. C'est les notaires, quand ils ont une difficulté, ils font appel à des chercheurs qui vont se pencher sur la question plus longuement. Voilà, et c'est un métier qui est passionnant. Ils travaillent au CRIDON, ils sont tous très épanouis. C'est un exemple parmi d'autres. En fait, vous êtes docteur en droit, vous avez c'est la voie royale pour accéder à plein de choses. Il suffit de savoir vous vendre, mais c'est quand même vous avez acquis quand même des compétences plus, donc vous pouvez accéder à presque tous les métiers du droit. Mais si votre souhait, encore une fois, c'est par exemple d'être avocat, ne faites pas une thèse. Voilà, il faut savoir que la thèse, c'est la clé d'entrée à l'université quand même. Voilà. Et si c'est pas ce que vous voulez faire, posez-vous la question de est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'engager dans un doctorat qui vous donne pas plus accès à d'autres métiers. Vous y avez accès, mais voilà, faut se poser la question quand même. Il y a besoin de la recherche. C'est hyper important, la recherche. C'est deux questions différentes que vous me posez là. Qu'est-ce qu'une bonne thèse ? C'est pas moi qui vais vous le dire parce que je ne suis pas docteur, donc je n'ai pas les compétences de vous dire ce qu'est une bonne thèse. Une bonne thèse, c'est quand même une thèse qui démontre quelque chose. Voilà. C'est une thèse qui ne se contente pas de faire l'état de l'art, de dire ce qu'il existe et de faire une synthèse. D'accord ? C'est une thèse qui est force de proposition. À mon sens, mais après je suis encore en thèse, donc j'ai pas la légitimité pour répondre vraiment à cette question. En revanche, sur le sens de la recherche et quel est l'intérêt de la recherche, il y a un intérêt à la recherche, il y a un intérêt énorme quand même, parce que voilà, déjà dès lors qu'il y a par exemple un nouvel objet, c'est essentiel que cet objet soit saisi par le droit. Qui c'est qui fait ça? C'est les premiers à y penser, ce sont les chercheurs. Je vous prends un exemple, la voiture autonome. La voiture autonome, c'est un nouvel objet. Il faut qu'il y ait une législation qui vienne entourer la voiture autonome. Mais avant que la voiture autonome soit concrètement une réalité, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des voitures au stade 3, par exemple, au stade 4, il y a déjà des gens qui réfléchissent en amont. Il y a des chercheurs aujourd'hui qui travaillent, des chercheurs en droit qui travaillent sur ça, sur ces thèmes-là. Parce que le jour où ça deviendra une réalité, ces questions nous ont déjà été posées et du coup, on pourra très vite prendre des lois. Par exemple, voilà, donc oui, ça a un sens. Et même sur des choses au-delà des nouveaux objets, le droit, quand même, c'est une matière qui est amenée à évoluer, qui est en constante évolution. Et heureusement qu'il y a des gens qui réfléchissent à comment adapter nos règles qui vieillissent aux enjeux actuels de la société. Et même sur un point de droit, vous, en tant qu'étudiant, peut-être que ça vous intéresse pas. Pour autant, voilà, ça va. Vous parlez du droit public, les administrés, il y a forcément un moment une question qui va se poser. Et là, si le droit n'a pas évolué, et si du coup il n'y a pas quelqu'un en amont, même si c'est un point de droit, une tête d'épingle, qui a réfléchi à ça, c'est dommage, quoi. Donc oui, la recherche a un intérêt énorme, à mon sens, mais au sens de tout le monde. Même si c'est pas vous directement en tant qu'étudiant en L3 qui allez vous y intéresser, ça c'est sûr, mais